Bonjour, bienvenue dans Minute Thérapie. Aujourd'hui, nous accueillons Nastasia Leduc, qui est psychomotricienne et qui va nous parler d'autisme. Bonjour Nastasia. Bonjour Zainab. Je te laisse te présenter avant de démarrer. Oui, alors déjà, merci pour l'invitation pour aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Nastasia Leduc, je suis psychomotricienne diplômée d'État. Donc en psychomotricité, pour définir rapidement le métier, on travaille avec des personnes qui ont un trouble, une difficulté d'harmonie entre le psychisme et le corps. Donc, par exemple, j'ai travaillé avec des enfants qui sont hyperactifs, qui ont un trouble de l'attention, trouble graphomoteur. On travaille aussi avec des enfants polyhandicapés, des enfants qui ont un retard de développement, tout ça. Et on travaille aussi avec des adultes et des personnes âgées. Très bien Nastasia, merci. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'autisme ? Oui, alors on classifie l'autisme en fait pour pouvoir mettre des mots sur le trouble. On classifie l'autisme soit avec la CIM-10, soit avec le DSM-5 qui est plus récent. Et avec la CIM-10, on parle de TED, donc de troubles envahissants du développement, et de triade autistique. Ça veut dire qu'il y a 3 symptômes principaux. Donc le premier, c'est l'altération des interactions. Le deuxième, c'est de la communication. Et le troisième, c'est des intérêts restreints et des comportements répétitifs ou stéréotypés. Donc ça, c'est par rapport à la CIM. Et le DSM-5, on trouve des difficultés au niveau de la sensibilité et de tous les stimuli sensoriels en fait, qui arrivent. On rajoute ça dans le DSM. Et le DSM est plus récent puisqu'on parle de TSA, donc de troubles du spectre autistique, parce que comme ça, on élargit plus en mettant spectre. On parle de... Parce qu'un enfant autiste est différent d'un autre enfant autiste. Et il y a des symptômes tellement larges qu'on parle de spectre, ce qui est plus juste aujourd'hui. Et quelles sont les causes de l'autisme ? Alors, on n'a pas une cause unique. On a des facteurs multifactoriels, facteurs environnementaux, biologiques, psychologiques. Mais il faut faire bien attention parce qu'aujourd'hui, les études antérieures ont été réfutées parce qu'on parlait beaucoup de relations mère-enfant qui ne se faisaient pas, ou alors de traumatismes pendant la grossesse, de choses comme ça qui aujourd'hui ont été complètement réfutées. Il faut faire attention à toutes ces études qui ont été erronées. Alors, pour aider à comprendre un petit peu plus et à reconnaître un enfant autiste, tu me parlais tout à l'heure de triade. Est-ce que l'on peut essayer de reparler de ces trois symptômes un peu plus dans les détails ? Donc oui. Le premier, on va commencer par le premier. Oui, alors le premier symptôme, c'est le trouble des interactions, en fait, une altération des interactions. Et dans ce domaine, on y met tout ce qui a un rapport avec l'interaction réciproque, par exemple le contact oculaire. Souvent, le contact oculaire est altéré puisque les enfants ont du mal à regarder dans les yeux. C'est un regard qui est souvent traversant ou alors en périphérie, ou un enfant qui regarde au niveau du front, parce que le regard est source d'angoisse et parce que le regard est vecteur de communication. On voit la personne à travers le regard, il se passe plein de choses, ce qui est très angoissant pour les enfants autistes. Donc ça fait partie des troubles des interactions. On a aussi une difficulté au niveau des expressions du visage, avec une mimique qui peut soit être pauvre ou alors exagérée, avec par exemple un enfant qui va rigoler très très fort alors que la situation n'est pas forcément adaptée. Et donc c'est difficile pour son entourage, pour les adultes, de comprendre ses émotions. On a aussi une difficulté à réguler les interactions sociales, c'est-à-dire à trouver la bonne distance, soit à être trop près de la personne, soit à être trop loin de la personne. Voilà, avoir une bonne distance sociale, c'est aussi compliqué. C'est difficile d'avoir une relation avec ses pairs, de partager par exemple des intérêts, de partager des émotions, des jeux. Voilà, c'est quelque chose qui peut être très compliqué pour ces enfants. Et souvent, l'enfant est plus à l'aise avec l'adulte parce que l'adulte s'adapte à lui, alors qu'entre eux, les enfants ne s'ajustent pas. On a aussi une réponse qui est inadaptée par rapport aux émotions de l'autre. On entend souvent par exemple des parents qui nous disent quand son petit frère pleure, il ne va pas aller le consoler, il ne va pas chercher à avoir une juste réponse par rapport à l'émotion de l'autre. Et enfin, on a une absence de pointage et d'attention conjointe. Donc, par exemple, l'enfant va aller chercher, va prendre par la main pour dire « je veux quelque chose » pour avoir l'objet convoité, mais ce n'est pas une demande, ce n'est pas quelque chose de partagé, et c'est juste prendre l'adulte comme objet pour avoir ce dont il a besoin. Donc voilà pour ce premier domaine. Donc nous avons abordé l'altération des interactions sociales. Alors quel est le deuxième point ? Alors là, on a une altération de la communication. Donc par exemple, au niveau du langage oral, il y a souvent des difficultés. Et aussi au niveau de la communication non verbale. Voilà, avec les mimiques, les gestes, on a du mal à avoir justement cette communication. On a aussi une difficulté à engager et à maintenir une conversation. Et on a un usage du langage qui peut être répétitif ou stéréotypé. On a par exemple ce qu'on appelle des écholalies, c'est-à-dire une répétition de ce qui vient d'être dit. Par exemple, voilà, tu dis une phrase, l'enfant va répéter exactement la même phrase sans qu'il y ait une compréhension. Voilà, c'est juste une répétition. Et elle peut être immédiate ou en différé. Parfois, on a des enfants qui répètent des phrases qu'ils ont vues dans des dessins animés ou qu'ils ont entendues ultérieurement, qui vont être répétées dans un contexte différent et qui n'est pas forcément adapté.
Et on a aussi une absence de jeu symbolique et de jeu de faire semblant et d'imitation aussi qui fait partie normalement du développement de l'enfant. Voilà. Alors là, on a abordé donc l'altération de la communication. Quel est le troisième et dernier point? Alors le dernier point, c'est le point souvent assez envahissant, c'est les intérêts restreints et les comportements qui sont stéréotypés et répétitifs. Donc, par exemple, on a des stéréotypies motrices avec la fermeture des mains, le balancement. On a aussi du flapping, des petites choses comme ça qui peuvent être très envahissantes. Et ils peuvent aussi avoir quelque chose, un intérêt sur un sujet où ils vont connaître le sujet par cœur sur le bout des doigts et ils vont connaître toute la mécanique du jeu ou du sujet qui les intéresse, alors que même en tant qu'adulte, on ne sait pas toujours toutes ces choses tellement le sujet les a intéressés en fait et les a envahis surtout. On a aussi des rituels et des adhésions compulsives à des comportements avec à la maison souvent des rituels qui sont tellement présents qu'ils envahissent tout le quotidien et les parents ne peuvent pas changer quelque chose du planning ou du rituel qu'a mis en place l'enfant. Donc toujours dans ce domaine des intérêts restreints, on a aussi des enfants qui vont collectionner des objets et qui vont pouvoir les classer, par exemple des petites voitures, qui vont aller classer dans un ordre très logique pour eux, mais qui pour nous n'a pas forcément de sens. Et ils ont leur propre logique et ils vont classer, par exemple, leurs petites voitures, les aligner les unes après les autres. Et il ne faut surtout pas déranger ce que l'enfant fait, toujours pareil, sinon il peut y avoir le déclenchement d'une crise ou quelque chose de compliqué à gérer à la maison. Et enfin, dernier point, l'enfant peut aussi être préoccupé par certaines parties du corps ou par une partie du matériel du jeu qui va vraiment l'intéresser beaucoup. Il va aller toucher, il va aller expérimenter, mais ça ne devient pas fonctionnel, c'est-à-dire qu'il le fait de façon très répétitive. Il va aller, par exemple, toucher la roue de la petite voiture, il va la faire rouler, mais il y a pas ça ne devient pas fonctionnel après, il n'y a pas d'intégration de tout ça. Et il ne va pas les jouer avec la petite voiture sur un petit parcours, des choses comme ça. C'est vraiment le jeu est utilisé seulement pour pouvoir faire rouler la petite roue, par exemple. Voilà, donc c'est des comportements qui sont assez envahissants et qui sont difficiles parfois à gérer à la maison et pour les parents aussi. Et du coup, vous, en tant que psychomotricien, comment est-ce que vous pouvez accompagner ces patients-là? Alors déjà, il faut bien voir qu'en psychomotricité, on voit l'enfant dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on travaille sur beaucoup de choses. On travaille sur la motricité, on travaille sur le côté sensoriel, le côté cognitif. Voilà, c'est l'enfant dans sa globalité. Et on travaille toujours en équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va travailler avec l'orthophoniste, qui va plutôt s'occuper du langage, avec la psychologue, avec le pédopsychiatre. Voilà, on a toute une équipe derrière. Et on travaille avec l'équipe pour la prise en charge de l'enfant. Et on garde toujours bien en tête que chaque enfant est unique, chaque enfant autiste est unique avec ses singularités. Et nous, ce qui nous intéresse, on classifie les troubles comme on vient d'en parler, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir les compétences, les capacités et les difficultés pour voir, avoir une globalité de l'enfant et travailler avec ça. Et c'est vrai que ce sont des prises en charge qui sont assez longues. Très souvent, donc, on parle de prise en charge en termes d'années scolaires. Oui, et la régularité aussi est importante. Oui, la régularité est très importante, en plus surtout pour des enfants autistes qui ont besoin de rituels, qui ont besoin de savoir quel est leur emploi du temps, de ne pas changer tout le planning qui est prévu, et donc venir avoir son temps de séance en psychomotricité, en orthophonie, etc. C'est très important pour l'enfant d'avoir ce temps-là, donc il faut être régulier dans le suivi, et donc ça va être un suivi qui va durer dans le temps, pendant des années, souvent toute l'enfance, parfois même jusqu'à l'âge adulte. Merci beaucoup Nastasia, merci pour ta présence aujourd'hui, merci pour toutes ces informations et nous espérons te retrouver dans d'autres vidéos pour aborder d'autres thématiques ou encore la thématique de l'autisme. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à toi. Merci beaucoup, c'était Nastasia et Zeynab dans Minute Thérapie. À bientôt.